Donc, bonjour à tous, merci beaucoup à la filière de me donner l'opportunité de vous présenter des résultats préliminaires mais déjà bien avancés sur cette étude portant sur cette très belle cohorte de RMD et donc qui a porté sur s'intéresser à quelle était la présentation clinique et la sévérité de l'infection Covid chez nos patients avec une maladie auto-immune ou inflammatoire sous tocilizumab au moment de l'infection. Donc pas du tocilizumab pour traiter l'infection, mais vraiment dans l'indication de leur maladie auto-immune et quelle était l'évolution et la sévérité et l'évolution de leur infection Covid au cours des semaines. Donc, le rationnel de cette étude, eh bien, c'était on sait que le spectre clinique de l'infection à Covid-19 est très large, allant d'une infection qui peut être totalement asymptomatique à une gravité extrême avec une défaillance respiratoire potentiellement mortelle. On sait qu'il y a des facteurs de risque qui ont été bien développés, bien connus maintenant, l'âge évidemment avancé, le sexe masculin, l'obésité, l'hypertension, le diabète, et puis certaines immunodépressions, notamment la malignité et les transplantés d'organes, on le sait, sont des patients qui ont un risque accru de forme sévère. On sait également que l'immunosuppression due à un traitement immunosuppresseur augmente l'incidence et la gravité de certaines maladies infectieuses. Mais dans le cas de l'infection Covid-19, on sait que finalement, il y a des données assez contradictoires de ces patients qui sont sous traitement immunosuppression. Et comme on vous l'a dit, probablement que toute immunosuppression n'est pas égale et qu'en fonction du traitement reçu, finalement, l'évolution va être différente tant sur le plan de l'infection que de la réponse vaccinale, comme ça a pu être développé dans les topos précédents. Donc, on sait que l'évolution de cette infection Covid-19 est peut-être plus défavorable chez nos patients avec une maladie auto-immune et inflammatoire sous traitement immunosuppresseur et notamment chez les patients sous rituximab, comme ça a été très bien montré dans cette même cohorte RMD par un travail mené par Jérôme Avouac et publié récemment. Donc, pendant la pandémie Covid-19, les médecins et les patients liés à toutes ces données ont pu être amenés à décider de suspendre le traitement immunosuppresseur. Mais finalement, l'importance de cette décision reste une question encore ouverte quelque part. Et donc, importante à être soulevée. Que doit-on faire des traitements immunosuppresseurs au moment où le patient est infecté ? Une autre donnée importante, c'est que finalement, pour réduire la production de cytokines pro-inflammatoires et de l'orage cytokinique au cours de l'infection Covid-19, on a été amené à essayer de nombreux traitements immunosuppresseurs pour contrôler l'infection. Donc, la dexaméthasone a été bien démontrée comme diminuant la progression vers l'insuffisance respiratoire et le risque de décès chez les patients hospitalisés pour un Covid avec assistance respiratoire. Et un petit peu plus tard a été montré que le tocilizumab améliorait la survie des patients hospitalisés en réa, en unité de soins intensifs, pour un Covid avec assistance respiratoire. Donc, l'objectif de notre étude, c'était finalement de s'intéresser à quelle était l'évolution, quel était le degré de sévérité chez nos patients RMD sous anti-IL-6 au moment du diagnostic d'infection à Covid-19.
donc chez ces patients sous tocilizumab dans le cadre d'une indication recevant le tocilizumab dans une indication de maladie auto-immune ou inflammatoire. Donc, comme on vous l'a dit, c'est une cohorte qui est nationale, multicentrique, une étude observationnelle rétrospective. Et donc, dans notre étude, plus de 1800 patients ont été inclus entre avril 2020 et juin 2021. On n'a pas été jusqu'au 2000, plus de 2000 actuellement, puisqu'en fait, on s'est arrêté avant l'étude, avant l'été, dans l'inclusion et l'analyse des données. Donc, c'est des patients avec donc de plus de 18 ans, rhumatisme inflammatoire ou maladie auto-immune, ayant une infection à COVID-19 confirmée ou fortement suspectée. Le critère de jugement principal de cette étude était la sévérité de l'infection Covid chez les patients RMD sous tocilizumab ou sarilumab au moment du diagnostic de l'infection Covid. Et on a comparé à des patients qui ne recevaient pas d'anti-IL-6. Donc, la définition d'une infection sévère, c'était un patient hospitalisé en unité de soins continus ou réanimation ou décédé au cours des semaines suivant l'infection. Infection modérée, c'est patients hospitalisés en secteur conventionnel. Et infection légère, eh bien, c'était un patient qui a pu être géré en ambulatoire. On a utilisé ce qui vous a été décrit au cours d'un topo précédent, un score de propension qui permet d'améliorer la comparabilité des groupes et d'apparier au mieux deux groupes avec comme facteur d'appariement. On a pris ici dans cette étude l'âge, le sexe, l'HTA, le diabète, tabac, l'indice de masse corporelle, le fait d'avoir une pneumopathie interstitielle, les maladies cardiovasculaires, cancer, utilisation de corticoïdes et insuffisance rénale chronique. Donc, voilà ma flèche. Donc avant l'application du score de propension, on observe que dans notre groupe de patients recevant des anti-IL-6, il y a un peu plus de femmes. Il y a donc j'ai mis en bleu, disons, les facteurs pas protecteurs, mais en tout cas moins à risque de formes sévères, donc femmes versus hommes, on sait que les femmes sont un petit peu moins à risque, et puis en rouge, ce qui peut faire basculer la balance plutôt vers des formes sévères. Donc en rouge, en termes de maladies cardiovasculaires, il y avait un peu plus de maladies cardiovasculaires dans le groupe IL-6. Il y avait également un peu plus de patients obèses avec un IMC supérieur à 40, un peu plus de patients avec hypertension. En revanche, moins de cancers dans le groupe anti-IL-6 par rapport aux patients qui ne recevaient pas d'anti-IL-6. En termes d'indications thérapeutiques, les patients recevant des anti-IL-6 étaient sans surprise essentiellement des patients ayant un rhumatisme, une polyarthrite rhumatoïde ou une vascularite des gros vaisseaux, orthones principalement, et il y a quelques patients Takayasu. On voit qu'en termes de traitement d'immunosuppresseurs associés, le méthotrexate avait une part importante, puisque 30% des patients sous anti-IL-6 recevaient également du méthotrexate, et c'était à peu près la même proportion dans les deux groupes. Et en termes d'autres de biothérapie, donc dans le groupe qui ne recevait pas d'anti-IL-6, on voit que quasiment 30% des patients ne recevant pas d'anti-IL-6 recevaient des anti-TNF. Ça, je vous remettais l'indication des anti-IL-6, hein, donc PR et Ortone. Donc, toujours avant l'application du score de propension, on observait quand même d'emblée que les patients sous anti-IL-6
avait, comparativement aux patients non anti-L6, avait plus de formes légères, 83% versus 66%. Et donc, les formes modérées, sévères, donc hospitalisées, voire mortelles, étaient quand même moins importantes dans le groupe anti-L6. Et en termes d'évolution, il y avait également moins de morts dans le groupe anti-L6 par rapport à l'autre groupe. Et puis, un sous-groupe qui nous intéresse évidemment particulièrement, c'est les patients sous rituximab. Donc, là aussi, les pourcentages confirment ce qui avait déjà été montré dans cette cohorte, c'est que les patients sous rituximab ont à plus de 60% des formes hospitalisées, graves, oxygéno-requérantes, passage en réa, voire mortelles, et puis également un taux de mortalité très élevé. Et puis un autre groupe, donc, puisque 30% des patients dans cette cohorte recevaient des anti-TNF, nous ont intéressés et on les a un petit peu isolés. On voit que finalement, les patients sous anti-TNF avaient un petit peu comparativement, un peu de la même façon, dans des mêmes proportions que les patients sous anti-L6. 85% quasiment de formes légères et puis 1% de mortalité. Alors, en appliquant le fameux score de proportion, qu'est-ce qu'on observe? Donc, quand on compare donc les formes modérées, c'est-à-dire hospitalisées oxygéno-requérantes versus des formes légères, quand on compare le groupe anti-L6 au reste du monde, quelque part, on a une différence significative. Donc, il y a moins de formes hospitalisées dans le groupe anti-L6 par rapport au groupe qui ne recevait pas d'anti-L6. Quand on s'intéresse à comparer les anti-L6 par rapport au groupe biothérapie non anti-L6, là encore, on garde une différence significative, une différence significative. Quand on isole le groupe rituximab, eh bien, cette différence est encore plus importante. Ça, c'est pas très étonnant. Quand au sein des biothérapies, vous voyez que les anti-L6 et les anti-TNF étaient, finalement, il n'y avait pas de différence significative en termes de sévérité dans cette étude. Donc, forme hospitalisée par rapport à forme ambulatoire. Et puis, quand on comparait donc, les anti-L6 aux autres biothérapies en enlevant le rituximab, qui, on le sait, probablement aggrave en tout cas le nombre de formes sévères chez nos patients, eh bien, on gardait quand même une significativité de cette différence en termes de forme hospitalisée versus forme ambulatoire. Et puis, quand on s'intéressait aux formes donc, très sévères, hospitalisées en réa, voire mortelles par rapport aux formes légères, eh bien, évidemment, on garde cette différence en termes d'anti-L6 par rapport au groupe non anti-L6. En revanche, on n'a plus de différence quand on compare le groupe anti-L6 par rapport aux autres biothérapies. On garde cette différence avec le groupe rituximab. Et puis, il n'y avait pas de différence en termes par rapport au sous-groupe anti-TNF ou par rapport au groupe biothérapie en excluant les patients recevant du rituximab. En termes de guérison, donc guérison avec ou sans séquelles, eh bien, il n'y avait pas de différence d'évolution quand on comparait les anti-L6 par rapport aux autres patients qui ne recevaient pas d'anti-L6. Et quand on analysait les sous-groupes biothérapie sans anti-L6, sous-groupe rituximab, sous-groupe anti-TNF et sous-groupe biothérapie en excluant les patients sur rituximab, il n'y avait pas de différence significative quand on comparait donc
guérison sans séquelles, guérison avec séquelles. En revanche, quand on comparait les patients qui mouraient de l'infection Covid par rapport aux patients sans séquelles, eh bien, la seule différence significative retrouvée était quand on isolait les patients recevant du rituximab qui avait évidemment plus de formes mortelles. Donc, finalement, après ajustement des facteurs confondants grâce au score de proportion, on observait chez les patients RMD sous anti-IL-6 au moment du diagnostic d'infection Covid, c'était des patients qui étaient moins à risque d'hospitalisation, d'oxygénothérapie par rapport à ceux qui ne recevaient pas de traitement anti-IL-6. Il n'y avait pas de différence en termes de mortalité entre les patients anti-IL-6 et les patients non anti-IL-6. Et il n'y avait pas de différence en termes de sévérité et de mortalité chez les patients recevant un traitement anti-IL-6 et comparativement aux patients qui recevaient un traitement par anti-TNF. Donc, évidemment, la question qui reste c'est que faut-il faire de nos traitements immunosuppresseurs chez nos patients au moment où ils ont leur infection à Covid-19? Faut-il suspendre le traitement? Faut-il diminuer la dose? Faut-il continuer le traitement à la même dose? Et probablement que la réponse vient de tout dépend du traitement immunosuppresseur reçu. Donc, évidemment, dans les arguments physiopathologiques, c'est que on sait que les infections virales peuvent déclencher des maladies auto-immunes, on sait également que l'activation de voies inflammatoires contribue aux lésions vasculaires et pulmonaires du Covid. On peut faire de trouver des similarités entre les lésions inflammatoires liées au Covid-19 et celles que l'on observe dans les pneumopathies interstitielles diffuses, notamment celle de la sclérodermie systémique. Et il est intéressant de rappeler que le tocilizumab a été montré comme ayant un effet bénéfique sur les fonctions respiratoires au cours des PID de la sclérodermie systémique. Donc, parmi les limites de cette étude, évidemment, il y a des variables qui n'ont pas pu être prises en compte et certainement importantes dans l'analyse de ces résultats. C'était quelle était la vaccination des patients que nous avons analysés. Je vous ai dit qu'on a été jusqu'à l'inclusion de patients jusqu'en juin 2021. Donc, il y a eu des patients qui ont été analysés et qui avaient probablement été vaccinés, que la durée du traitement immunosuppresseur reçu n'a pas pu également être analysée et que le niveau d'immunodépression de nos patients n'a pas été non plus n'a pas pu être analysé. Donc, en conclusion, ce qu'on observe dans cette étude, c'est qu'il y a moins d'hospitalisation et moins d'oxygénothérapie chez les patients RMD sous anti-IL-6 au moment de l'infection Covid. Il n'y avait pas de différence en termes de significative, en tout cas en termes de mortalité, et pas de différence de sévérité de cette infection Covid chez les patients sous anti-IL-6 et chez les patients sous anti-TNF. Attention, le warning vient, on le sait, chez les patients sous rituximab, qui a un groupe à risque de forme sévère. Et que bien sûr l'analyse de ces données, c'est que tout traitement immunosuppresseur n'est pas égal et qu'on doit vraiment porter notre action sur rappeler les mesures barrières, la vaccination et les rappels de vaccination chez nos patients sous immunosuppresseurs.
Je vous remercie de votre attention et je remercie encore une fois la filière de m'avoir invité à vous présenter les données préliminaires de cette étude.